Ici, la voix de l'Amérique. Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. Voici les titres de votre journal. Guillaume Soro face à la presse. L'ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire a annoncé ce vendredi la création d'un comité politique pour, dit-il, faire entendre sa voix. Les Nigérians iront aux urnes demain pour des élections générales aux enjeux importants. Nous ferons le point dans ce journal avec notre correspondant sur place. Ici, aux États-Unis, le président Donald Trump a déclaré ce matin l'état d'urgence national pour financer le mur à la frontière avec le Mexique. Les poursuites judiciaires ne vont pas tarder. Bonsoir. L'avenir politique de Guillaume Soro est-il en train de prendre un nouveau virage? L'ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire est-il en train de ménager sa monture en route vers la présidence? Des questions et bien d'autres que l'opinion publique ivoirienne, voire internationale, se pose depuis ce vendredi. Une semaine après avoir quitté la présidence de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro était aujourd'hui face à la presse pour évoquer dans son avenir politique, mais il a dit qu'il ne s'agissait pas là de la création d'un parti politique, mais plutôt d'un comité politique. Un comité politique qui va poser dans des réflexions et qui devrait faire entendre la voix de Guillaume Soro sur la scène politique ivoirienne. Un sujet sur lequel nous reviendrons soit au cours de cette édition ou dans nos prochaines éditions. Et bien sûr, toujours dans l'actualité, plus que quelques heures et les Nigérians se rendront aux urnes pour élire leur président. La campagne a pris fin hier et les candidats ont rejoint leurs États d'origine pour voter dans un scrutin présidentiel qui s'annonce très serré entre les deux principaux candidats, le président sortant Mouhamadou Bouhari et Atikou Abubakar, qui sont les seuls à avoir fait le tour des 36 États du pays. Pour en parler, rendons-nous à Abuja où se trouve Gilbert Tamba, notre correspondant sur place. Gilbert Tamba, bonsoir. Est-ce que nous avons Gilbert Tamba pour parler donc de ces élections qui démarrent demain au Nigeria? Le temps que la connexion s'établisse, nous allons parler de cette actualité, une autre actualité donc au Burkina Faso, où 2 militaires burkinabés ont été tués et 6 autres blessés hier dans l'explosion d'un cadavre piégé à Djibo, dans le nord du Burkina Faso. D'après l'état-major général des armées, une équipe s'est déployée hier pour un constat d'usage suite à la découverte d'un corps sans vie habillé en tenue militaire. Le corps, qui s'est avéré être un piège, a alors explosé lors de sa manipulation. Le Burkina Faso fait face depuis plusieurs mois à une explosion de violence attribuée à des groupes djihadistes que les forces de l'ordre semblent impuissantes à enrayer, bien qu'elles assurent régulièrement procéder à des opérations contre ces groupes. Donc, est-ce que finalement on peut établir la liaison avec Abuja au Nigeria? La technique me signale que non. Le chef du gouvernement tunisien est à Paris où il a eu plusieurs rencontres à la fois avec les milieux d'affaires et les autorités, dont le Premier ministre Édouard Philippe et le président français Emmanuel Macron, qu'il a reçu à l'Élysée. Je vous propose un extrait de l'entretien donc au sortir de l'Élysée. Nous avons parlé des relations bilatérales entre la Tunisie et la France, des relations excellentes avec une bonne dynamique et une focalisation sur l'investissement, le volet économique. Le président Macron a annoncé lors de sa dernière visite en Tunisie le doublement des investissements français en Tunisie. Aujourd'hui, nous avons besoin de consolider
les relations, le développement économique pour répondre aux aspirations des populations en matière de prospérité, en matière de création de richesses, en matière d'emploi, l'emploi des jeunes cadres tunisiens. Au Tchad, les radios communautaires et associatives se sont multipliées depuis 1990, assumant un rôle de plus en plus important dans le quotidien des populations. Mais ces radios éprouvent d'énormes difficultés pour leur fonctionnement. C'est donc sur fond de crise que l'Union des radios privées du Tchad vient de commémorer cette semaine la Journée mondiale de la radio. André Kodmadjinga, notre correspondant sur place, nous en dit plus. Ces radios ont commencé à avoir du plomb dans l'aile depuis 2015, quand le gouvernement tchadien a suspendu le fonds d'aide à la presse suite à la crise financière et économique due à la chute du prix du pétrole. Le président de la haute autorité des médias et l'audiovisuel, Hamad Dieudonné Dionabay, qui vient d'effectuer une tournée dans les provinces du Tchad, déplore les conditions dans lesquelles ces radios fonctionnent. Les équipements sont très sommaires. Les bâtiments qui les abritent vraiment ne répondent pas aux normes techniques. L'émetteur est installé dans une salle qui n'est pas climatisée. Il n'y a même pas de ventilateur. Il n'y a pas de recette. Pour l'ex-secrétaire général de l'Union des radios privées du Tchad, la principale difficulté que les radios locales rencontrent, c'est le manque d'énergie et l'accès aux sources d'information officielles. On peut rester 2, 3, 4 jours sans électricité et il faut utiliser le générateur. Et le générateur, l'alimenter aussi coûte trop cher. Et la chose suivante aussi, c'est l'accès aux sources d'information officielles. Notre émetteur est tombé en panne et jusqu'à là, on n'a pas réparé. Là, on a loué un émetteur. On paye 5 000 francs par jour. L'avenir de ces radios, selon le président de la HAMA, doit faire l'objet d'une réflexion entre les autorités locales, le ministère en charge de la télécommunication et son institution afin de les aider à s'adapter aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et retour sur cette actualité dont on vous parlait en début de journal, celle de la Côte d'Ivoire où Guillaume Soro était face à la presse ce matin pour annoncer la création d'un comité politique. Et pour en parler, nous accueillons le docteur Succès Masra. Vous êtes le leader du mouvement des transformateurs. C'est un mouvement au Tchad, mais vous avez travaillé et vécu en Côte d'Ivoire, d'où votre invitation ici. Comment analyser cette sortie de Guillaume Soro qui lance donc un comité politique? Pourquoi ne pas aller droit au but et lancer un parti politique? Écoutez, en tout cas, c'est la liberté, hein, et je crois que M. Guillaume Soro a toutes les aptitudes de pouvoir avoir des ambitions politiques pour son pays. J'ai entendu le président Ouattara lui-même, prenant la parole, rappeler que la vie politique elle est ouverte et que les nouvelles générations notamment, et je pense que Guillaume Soro, comme nous-mêmes au Tchad, faisons partie des nouvelles générations. L'Afrique doit s'habituer aussi à être capable, dans un dialogue intergénérationnel intelligent, de passer la main. Nous ne pouvons pas exclure les uns et les autres. Et si toute politique qui tend à exclure les uns et les autres est vouée à la difficulté. Donc je crois que c'est tout à fait légitime de choisir la forme avec laquelle M. Guillaume Soro pourra intervenir. Alors, parlons de votre pays, le Tchad. Il est au devant de la scène depuis quelques jours, après cette intervention de l'armée française sur des colonnes rebelles de l'UFR. Cela est considéré par beaucoup, notamment par ces rebelles, comme une ingérence. Comment expliquer cela? Quelle analyse vous en faites? Je crois que les Tchadiens, globalement, souhaitent une transition au sommet de l'État, mais qui se fasse de façon pacifique. Personne ne peut souhaiter repartir à la même chose, à la guerre. Toute transition démocratique dans ce pays, jusqu'à présent, a eu lieu rien que par la guerre. Et nous avons essayé ça par plusieurs manières. Plusieurs présidents, y compris l'actuel président du Tchad, est venu par les mêmes moyens. Et aujourd'hui, il est au pouvoir depuis bientôt 30 ans. Je ne crois pas que beaucoup de Tchadiens souhaitent repartir à la même chose. Ce que nous proposons, la vision que nous avons, c'est que tous les partenaires du Tchad, la France y compris, les États-Unis et les autres, doivent être capables de regarder les deux jambes, être capables de à la fois plaider pour la démocratie, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui parce qu'il y a eu une véritable fermeture politique,
Et si nous continuons avec la fermeture politique, ça va conduire au chaos. Et en même temps, éviter que nous ayons dans ce pays comme une habitude d'éternel recommencement de la rébellion. Entre les deux, il y a eu une juste mesure à trouver qui est d'organiser ce pays autour de quelque chose d'inclusif pour tous les Tchadiens, y compris pour ceux qui ont pris pour des raisons, de bonnes ou de mauvaises raisons, ont dû être amenés à prendre les armes. Ils ont aussi une place à jouer dans ce Tchad transformé pour lequel nous nous Justement, ajoutons qu'aussi bien à Paris, quand N'Djamena, on essaie donc de justifier cette ingérence, cette intervention de la France. En quelques secondes, une transition pacifique est-elle possible au Tchad? On sait que le président Déby est là depuis le 2 décembre 1990, soit bientôt 30 ans. Bientôt 30 ans. Il faut de la volonté. Et je ne pense pas que l'homme peut être condamné. Mais aujourd'hui, les conditions ne sont pas créées pour cela. Et le changement de constitution qui a établi le régime présidentiel intégral a centré tous les pouvoirs entre les mains du président de la République. Nous en sommes arrivés à quelque chose qui ressemble aussi aux tentatives qu'on voit ailleurs, d'exclure notamment les nouvelles générations. Cette constitution, un président qui est arrivé au pouvoir ayant lui-même moins de 40 ans, 30 ans plus tard, change la Constitution pour demander aux gens d'avoir d'abord 45 ans pour être candidat. Donc, vous faites partie de cette nouvelle génération qui souhaite jouer sa partition parce que nous représentons 80% de la population. Donc, nous plaidons pour que les partenaires du Tchad, ceux de l'intérieur du pays, mettent leurs orgueils à côté et nous pouvons travailler ensemble à dessiner ce Tchad de demain qui sera le Tchad de tous les Tchadiens, y compris pour les enfants de ceux qui sont au pouvoir, les enfants du président de la République actuelle y compris. Donc personne ne doit avoir peur de l'avenir et les Tchadiens sont prêts pour travailler pour ce Tchad transformé. C'est notre vision en tout cas chez les transformateurs. Docteur Succès Masra, merci d'avoir été avec nous. Merci et on vous souhaite, comme votre nom l'indique, beaucoup de succès. On va repartir à Abuja, au Nigeria, pour parler donc de cette élection présidentielle qui se tient demain. Finalement, Gilbert, on a pu établir la connexion avec vous. Quelle est l'ambiance en ce moment à Abuja et même au Nigeria? Disons que le Nigeria est calme, les Nigérians sont prêts, ils se préparent à aller voter demain. La campagne a pris fin hier nuit à 0h, jeudi, et les candidats ont rejoint leur état d'origine pour pouvoir voter demain. Donc ici, tout est calme présentement. Et la campagne s'est achevée hier. Quelles sont les réactions des Nigérians sur les candidats qui étaient donc en campagne, y compris les ténors? Les Nigériens apprécient beaucoup le déroulement de la campagne des élections qui doivent se tenir demain. Les différents candidats ont sillonné le pays sans incident. Il n'y a pas eu de violence, même si on a noté, par exemple, à Port Harcourt, durant le meeting électoral du président sortant Mohamed Bouhari, on a noté quelques morts suite à une bousculade, mais il n'y a pas eu d'incident dans tout le pays. Et les Nigérians attendent de voir le scrutin de demain se tenir dans les mêmes conditions paisibles, donc sans violence. Et à propos du scrutin, est-ce que les conditions matérielles sont remplies? Est-ce que tout est fin prêt pour cette élection? Selon la Commission électorale nationale indépendante, tout est prêt pour demain samedi, pour le scrutin de demain. Le matériel électoral a été déployé dans toutes les circonscriptions électorales du pays. Les observateurs nationaux et internationaux sont aussi déployés dans les 36 États du pays. Et la sécurité est renforcée dans tout le pays. Et donc, les Nigérians attendent que demain, l'ouverture des bureaux pour aller voter, la Commission nationale électorale indépendante rassure que tout est prêt pour demain. Gilbert Tamba, notre correspondant au Nigeria, nous parlait donc de ces élections qui auront lieu demain. Et avec vous, Gilbert, nous poursuivrons cette actualité dans nos prochaines éditions et toute la journée de demain. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VO Afrique.
Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Voici les titres de cette seconde partie de votre journal. Dans ce journal, dernier épisode de notre série Nous Nigérians, consacré à l'élection présidentielle prévue demain au Nigeria. Être femme musulmane et percée à Hollywood, un véritable défi. Et nous verrons qu'une femme, Lena Khan, a réussi à le relever. En sport, le gouvernement sud-africain monte au créneau dans l'affaire Caster Semenya. Pretoria a apporté son soutien à sa championne contre la Fédération internationale d'athlétisme. Suite et fin ce vendredi de notre série Nous Nigérians, une série consacrée à l'élection présidentielle prévue, on le disait en première partie, demain au Nigeria et qui captive l'attention de nombreux Nigérians. Ce soir et pour ce dernier épisode, nous sommes allés à la rencontre de Saleh Ousmane Garba, 31 ans, célibataire. Il est tailleur et vit à Maïdougouri où nous l'avons rencontré. C'est ici où je travaille en tant que tailleur. Je joue aussi au football le matin jusqu'à 10h, 10h30. Je vais plus tard au magasin où je passe le reste de la journée jusqu'à 19h, 20h. Une des manières de diminuer la violence est de renforcer l'armée en lui fournissant suffisamment d'armes pour qu'elle puisse exercer ses fonctions efficacement. Il faudrait aussi autonomiser la jeunesse en la formant professionnellement, comme dans ce magasin où l'on forme beaucoup de jeunes au métier de tailleur. L'éducation doit également être améliorée. Honnêtement, ce que je n'aime pas, c'est la façon dont les gens détournent les fonds publics et dont les politiciens font des promesses qu'ils ne peuvent pas tenir. Je combattrai la corruption et je prendrai des mesures pour stimuler l'économie. Je m'assurerai de m'attaquer à ceux qui détournent les fonds publics. Ce sont des problèmes que de nombreux pays ont déjà résolus. Je m'attaquerai aussi aux problèmes de la contrebande le long de nos frontières. Je veux que le président soit patient et persévérant. Quand je dis patient, je veux dire quelqu'un qui puisse résister à toutes les critiques et qui soit impartial, de sorte que quand quelqu'un proche de lui est accusé, il soit capable de mettre cette personne face à la loi. L'industrie cinématographique à Hollywood est un milieu souvent difficile à intégrer. Des obstacles supplémentaires peuvent se présenter, surtout lorsque vous êtes une femme et de surcroît musulmane. Mais Lena Khan a relevé le défi et elle a du succès à Hollywood et dans sa propre communauté. C'est un reportage d'Elisabeth Lee, dit par Blanche Sanou. En allant à la découverte du parcours d'une cinéaste hollywoodienne, nous prenons connaissance de quelques difficultés du domaine. C'est très difficile d'être une cinéaste à Hollywood, c'est évident.
Je pense qu'ils ont l'impression que vous n'avez pas autant d'autorité et que vous ne pouvez pas diriger un plateau autant que vous le souhaitez. Et être musulman, c'est encore une autre équation à résoudre. Les parents de Khan sont d'origine indienne. À l'école, elle a exploré plusieurs options de carrière avant de décider. Quand je commençais, les membres de ma communauté me disaient toujours « Mais pourquoi tu t'engages dans une carrière aussi stupide ?» Mais elle a persisté et s'est battue pour obtenir des fonds pour un film intitulé Tiger Hunter. Sorti en 2017, il s'agit d'une comédie sur l'émigration d'un Indien aux États-Unis. Le succès de ce film a surpris les habitants de sa communauté et cela lui a permis de lancer sa carrière. Elle compte désormais poursuivre sa passion pour l'écriture et la réalisation. J'aime ce que je fais, j'aime ça, j'ai l'impression que ça a de la valeur. C'est incroyablement amusant. Khan travaille actuellement sur une comédie télévisée et réalise un film pour Disney. Bon cinéma. Alors, c'est vendredi, c'est le dernier rendez-vous sportif de la semaine et c'est avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, l'affaire Castor devient une affaire d'État en Afrique du Sud. Bonsoir John et bonsoir à vous, amis sportifs. Effectivement, on en parlait déjà hier. L'affaire Castor Semenya se mue en une affaire d'État. Le gouvernement sud-africain a apporté son soutien à sa double championne olympique du 800 mètres avant une audience de la justice sportive sur les règles controversées visant les femmes hyper-androgènes. Morceau choisi. Le monde a déjà déclaré l'apartheid comme un crime contre les droits de l'homme. Une fois de plus, nous demandons à tout le monde de nous soutenir dans la lutte contre ce que nous considérons comme étant une violation flagrante des droits de l'homme. Ces règlements sont susceptibles de priver le monde de voir et d'expérimenter la supériorité naturelle de futurs athlètes provenant de notre sol africain. Le tribunal arbitral du sport doit examiner la semaine prochaine à Lausanne, en Suisse, donc, un recours de Castor Semenya contre le nouveau règlement de la Fédération internationale d'athlétisme sur les athlètes féminines qui produisent naturellement beaucoup de testostérone. L'IAF impose à ces femmes de faire baisser avec des médicaments leur taux de testostérone pour participer aux épreuves internationales de 400 mètres et plus. Tout comme Semenya, les médaillés d'argent et de bronze du 800 mètres olympique à Rio, la Burundaise Francine Nyonsomba et la Kenyane Margaret Wambui font face à des questions sur leur taux de testostérone. Ici, en NBA, l'entraîneur de Golden State a écopé d'une amende de $25 000. Steve Kerr a été sanctionné aujourd'hui au lendemain de son exclusion pour avoir insulté l'un des arbitres du match perdu par son équipe à Portland 129-107. Le coach des Warriors est sorti de ses gonds à moins de 4 minutes de la fin du temps réglementaire après que l'arbitre a sifflé une faute intentionnelle injustifiée selon lui contre l'un de ses joueurs, Draymond Green. Steve Kerr avait écopé d'une première faute technique puis il a reçu une seconde, synonyme d'exclusion, la deuxième de sa carrière d'entraîneur. Malgré leur défaite, les Warriors restent leaders de la conférence Ouest avec 41 victoires en 57 matchs. C'est tout pour les sports. On se retrouve la semaine prochaine. Merci Yacouba Ouedraogo. Les inondations dues à l'eau de pluie dans les ruisseaux et les voies fluviales créent un problème pour les aires urbaines dans tout le pays car elles transportent avec elles des matières polluantes et des produits contaminants. Pour y répondre, un nombre grandissant de villes aux États-Unis mettent en place des programmes tels que les jardins sur toit afin d'aider à mieux absorber la pluie et dans certains cas également de cultiver de la nourriture. Julie Tabo de la VOA nous amène avec elle sur l'un de ces toits à Washington, D.C., l'une des villes avec le plus grand nombre de toits verts dans le pays. Le récit est de Jared. La pluie est essentielle pour toute forme de vie sur Terre. Toutefois, un excédent de pluie peut conduire à des inondations avec pour conséquence des débordements d'égouts qui emportent avec eux des produits contaminants dans les réseaux fluviaux alentours. À Washington, dans le district de Columbia, le problème est traité de manière innovante grâce à des jardins sur toit. Sur le campus de l'université du district de Columbia, ils sont composés d'une grande variété de végétaux qui aident grandement à absorber les excédents d'eau de pluie
et permettent de cultiver de la nourriture par la même occasion. On est très excités par ce projet parce que ça ne permet pas seulement de régler le problème des inondations. Cela permet de prendre avantage d'une ressource sur les toits de la ville plutôt que d'avoir des toits plats qui ne servent à rien. On a réussi à créer un système d'agriculture urbaine. Kathleen Arlota, étudiante de 3e cycle, explique que cela fait partie d'un projet de recherche qui vise à découvrir quelles sont les plantes les plus adaptées à ce mode de culture, autant pour la nourriture que pour la pollinisation. Ici, ce sont les tomates que nous cultivons. Nous faisons la même expérience avec les tomates qu'avec les fraises. Nous faisons des essais variés afin de découvrir quel type de végétal s'adapte le mieux à un toit vert. D'ici est l'une des villes qui compte le plus de toits verts dans le pays, bien que tous ne soient pas aménagés pour cultiver de la nourriture. David Bell espère changer cela afin d'avoir une plus grande connexion avec la nature et plus de nourriture fraîche pour la ville. Et on n'a pas fini de parler de la Saint-Valentin. Plus de 250 couples à faible revenu se sont mariés gratuitement hier au Nicaragua à l'occasion donc de la Saint-Valentin. Au cœur de la crise que traverse le pays, convaincu qu'avec l'amour, tous les obstacles sont surmontés. Les couples, principalement des couples qui vivent ensemble depuis de nombreuses années, ont ainsi profité de la fête pour officialiser leur relation devant un juge et sans débourser le moindre sou. Au son de la marche nuptiale, la cérémonie a été bénie par le père Antonio Castro, qui, rappelant des extraits de la Bible, a rappelé donc aux nouveaux mariés que le véritable amour est patient, bon, sans jalousie, sans arrogance, sans irritation et sans recherche de l'intérêt personnel. Voilà, et on va donc clore ce journal en vous souhaitant de passer un bon week-end. Excellent week-end à toutes et à tous donc, et on aura l'occasion de vous retrouver dans nos prochaines éditions. Restez avec nous pour suivre tout au long de ce week-end l'élection présidentielle au Nigeria avec Gilbert Tamba, notre envoyé, notre correspondant sur place, aussi bien pour la télé que pour la radio et bien sûr sur notre site internet www.voafrique.com. Bonsoir.